Bien, merci beaucoup Christine pour ton invitation et merci à l'association aussi de m'avoir invité à ce congrès. Je voulais remercier aussi pour cette présentation deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré pour les propos que je vais vous évoquer aujourd'hui, qui sont le professeur Laurent Boyer, qui est professeur de santé publique à Marseille, et puis Dr Guillaume Font, qui est psychiatre à Marseille, et qui m'ont ouvert à une dimension justement qui apparaît de plus en plus dans la littérature, qui était largement relayée dans la presse, alors plutôt saxonne que la presse française, et qui est ce concept alternatif au burn-out, qui est le concept de souffrance morale, pour mieux décrire finalement l'expérience d'adversité que rencontrent les soignants dans leur pratique quotidienne, et qui peut expliquer aussi un phénomène qui est quand même d'ampleur, puisqu'on estime, c'est quelques chiffres à l'international, qu'un médecin sur 5 envisage de quitter son poste dans les 3 à 5 ans, et au niveau des soignants, c'est un soignant sur 4 qui envisage de quitter son poste dans les 3 à 5 ans, avec des prévisions de l'OMS assez pessimistes sur une pénurie de soignants à l'échelle de la planète qui est assez considérable. Et donc la lecture qui est faite souvent de ce phénomène, de cette pathologie, c'est de se dire mais il y a une situation de burn-out, de souffrance, et ça Antoine l'a bien détaillé, en décrivant aussi possiblement les effets pervers de cette notion qui renvoie sur l'individu la responsabilité possible de déficit, enfin de difficultés, je dirais, plus structurelles. Mais il y a une autre façon d'aborder le problème qui est d'écouter comment les soignants parlent finalement de leur souffrance au travail de façon très concrète. Et justement, le professeur Boyer s'est intéressé au verbatim d'infirmières qui manifestaient à l'occasion d'une manifestation à Paris récente sur la revalorisation de leur profession, des actes, etc. Et en écoutant finalement les doléances de ces soignants, il s'est aperçu qu'effectivement la charge de travail apparaissait comme un des éléments de souffrance, mais finalement en proportion assez peu, au regard d'autres situations beaucoup plus concrètes qui les mettaient en réalité dans un conflit de valeurs quotidien. Et donc le conflit de valeurs, c'est quoi? C'est venir avec cette mentalité de soignant qui nous anime tous, et ce souhait d'aider les autres, de venir répondre à la souffrance des autres, et d'être concrètement dans sa situation d'exercice des soins tous les jours, et bien mis en contradiction vis-à-vis de ces valeurs. Alors, ça peut paraître très abstrait comme ça, donc quelques exemples pour rendre les choses plus concrètes, issus de cette manifestation des infirmières. Une des revendications, par exemple, des infirmières était de dire nos actes ne sont pas assez valorisés. Donc on pourrait dire, bon, ben c'est une doléance qui est plutôt financière. Mais non, en fait, ce que ça a comme conséquence très concrète, c'est de se dire, si je veux pouvoir vivre de façon décente, je vais être obligé de privilégier des patients qui sont plutôt légers, qui sont facturés pareil, que ce patient lourd, dont je vois très bien que c'est lui qui devrait être prioritaire, dont je vois très bien que c'est lui que j'aurais envie d'aider spontanément, mais je ne peux pas le faire sur ces critères. Et c'est là que vient le conflit de valeurs, c'est là que vient le conflit éthique et moral, parce qu'il y a des valeurs profondes du côté des soignants qui sont empêchées par des éléments qui sont de la structure des soins. Une autre, c'est, et ça rejoint un petit peu l'échange que j'ai eu avec Olivier Arsène tout à l'heure sur les technologies, pour pouvoir valoriser ces soins, eh bien, il faut entrer tout un ensemble de critères d'items pour un même soin, et elle en listait à peu près une centaine, pour que ensuite l'acte puisse être évalué, et ensuite qu'on apprenne éventuellement comment l'ordinateur allait le revaloriser de façon très concrète d'un point de vue financier. Et donc tout ça, ça fait partie du quotidien des soins et qui confronte le soignant à une certaine idée qu'il a de sa fonction, de l'aide qu'il apporte aux autres, et d'autres réalités à côté. Et je parlais de l'expérience aux États-Unis où plusieurs articles de presse donc, ont évoqué cette notion. Ils ont dit mais les médecins ne sont pas en burn-out, ils sont démoralisés, ils sont dans un conflit de valeurs, ils sont dans une blessure morale. Blessure morale qui est, alors aux États-Unis c'est encore un peu particulier du fait de l'organisation du système de soins, mais des médecins qui ne se retrouvent plus dans le système de soins auquel ils contribuent et qu'ils sont censés servir. Cette notion de souffrance morale, en fait, elle était analysée par différents chercheurs et notamment un chercheur qui a bien identifié, je vais vous retrouver son nom, mais qui a bien identifié 3 composantes en fait de cette blessure morale. Donc c'est Litz en 2008. Cette souffrance, elle vient donc de la prise de conscience que des actes qui sont faits dans le contexte des soins sont contraires à nos valeurs morales, ou bien que des actes qui devraient être posés en accord avec ces valeurs morales ne peuvent pas être réalisés, ou bien d'être simplement témoin dans la scène des soins d'actes qui sont contraires à nos valeurs morales. Et tout ça, ce sont des blessures, je dirais, quotidiennes qui s'accumulent et qui conduisent in fine à cette impression que le travail perd son sens et que on est en contradiction avec ce qui faisait nos valeurs fortes de soignants. Et ça, contrairement au burn-out qui peut générer cette sensation d'épuisement, la particularité quand même de ce conflit de valeurs, c'est
une culpabilisation ou une honte du soignant qui ne va pas pouvoir s'exprimer de façon aussi facile puisqu'il porte ça avec lui, c'est un conflit qu'il a avec lui-même et qui peut être d'autant plus dévastateur. Alors, est-ce que ces conflits qui ont été surtout décrits sur la scène américaine épargnent la France? Eh bien non. Et justement, les derniers travaux qui vont être publiés prochainement du professeur Boyer mettent ça en évidence, cette liste de conflits moraux évitables. Alors, évitable, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des choix qui ont été à l'origine de ces conflits moraux. Ce qui est pointé ici, c'est des décisions organisationnelles qui découlent directement d'objectifs financiers. Je ne vais pas inciter beaucoup plus là-dessus, c'est pas mon terrain, mais vous comprendrez de quoi je parle. Alors, j'aimerais, pour que mon propos ne soit pas purement abstrait, vous donner quelques exemples concrets de souffrances morales auxquelles j'ai pu être confronté moi-même ou d'autres personnes autour de moi. Donc, c'est non nominatif, je désigne pas d'établissement spécifique, mais par exemple. Donc, des choix politiques, des choix économiques qui peuvent induire ensuite des situations de souffrance morale, soit par exemple, par manque de personnel, soit par des situations d'infrastructures insuffisantes. Par exemple, avoir à gérer des adolescents en période de crise avec des idées suicidaires, par exemple, devoir veiller sur leur sécurité avec des portes d'un service qui ne ferment pas, y compris la nuit. On pourrait se dire, c'est l'administration qui est responsable de ces dysfonctionnements. Oui, sauf que c'est le soignant qui va être responsable de cette non-surveillance d'une façon très concrète. Or, structurellement, il y a une défaillance technique qui conduit à ce conflit moral. Autre situation concrète, le 4e appareil à ECG tombe en panne, on fait une demande urgente parce qu'on a des patients sous antipsychotiques qui ont besoin d'une surveillance cardiologique avant l'introduction d'un traitement. Réponse du service de commande, oui, mais très bien, on a pris en note votre commande et on la fera passer dans la prochaine commande dans les 6 mois prochains. Ce n'est pas possible d'entendre ce type de réponse quand on a des patients qui quotidiennement sont exposés à des médicaments qui potentiellement peuvent avoir un impact cardiologique ou qui nécessitent, pour des raisons de soins, un examen de ce type. Autre situation encore très concrète, toute récente, un service non équipé pour soulever des patients très lourds avec des matériels défectueux qui n'a pas été remplacé et les soignants qui sont dans ce conflit entre soit mettre leur santé en danger, soit laisser patienter un patient qui est dans une position délicate. Dans le domaine de la psychiatrie, on est confronté à autre chose aussi. On est dans une politique très active aussi pour essayer d'encourager la déprescription, éviter les mesures de contention, qui sont des mesures très violentes pour les patients quand ils sont en état de crise, en état de violence et qu'on n'a pas d'autre solution que celle-ci. On sait que la meilleure solution pour éviter les contentions, c'est d'avoir un personnel suffisant, des personnels formés pour justement travailler la désescalade. Par dépit, en fait, parfois ces contentions qui pourraient être évitables ne le sont pas parce que justement l'infrastructure de soins ne permet pas ce type d'intervention. Je ne citerai pas non plus les déprogrammations régulières qui ont lieu suite à l'embolisation des urgences. Ça, c'est devenu malheureusement le quotidien. Et il y a une tribune qui est sortie dans Le Monde début août qui évoquait, donc c'est plusieurs syndicats professionnels qui évoquaient cette question et qui concluaient, c'est intéressant en termes de prévention, notre service public de soins est exsangue, voire maltraitant pour les personnes qui l'accueillent, comme pour celles qui y travaillent. Et donc décidant derrière les décisions politiques, économiques, sociétales, qui sont à l'origine finalement de ces difficultés évoquées. Alors pour ne pas rester que dans des problèmes, puisque le but est quand même d'apporter quelques solutions, 3 axes sont dégagés par le professeur Boyer, je vais en citer que un, qui est justement comment mettre en cohérence cette idée de mettre le patient au centre du système de soins avec une pratique concrète qui donne plus de temps pour les soignants d'être avec ces patients. Alors, il y a un programme qui a été développé aux États-Unis, dont j'aime beaucoup l'acronyme, qui s'appelle le programme GROSS, G-R-O-2-S, et ça veut dire Getting Rid of Stupid Stuff, ça veut dire se débarrasser des actions inutiles. C'est un programme qui a permis de voir comment, en fait, dans le quotidien des soins, un tas de tâches souvent administratives ou réglementaires, font perdre un temps colossal aux soignants, qui sont des tâches évitables en réalité, et qui permettraient justement aux soignants d'être un peu plus avec les patients. Exemple typique, certains d'entre vous ont peut-être participé aux évaluations GESForm, aux évaluations annuelles des professionnels de santé. Voilà, j'ai été un peu confronté comme chef de service il y a quelques années. Je trouve que c'est typiquement un endroit où on passe un très beau moment et nécessaire d'entretien avec un agent de son service, pour refaire le point, et on passe quasiment autant de temps pour saisir un tas d'items dont on ne perçoit absolument pas la pertinence, quasiment autant de temps ensuite devant un ordinateur, coupant complètement la relation. Et ça, le conflit de valeurs, je le vois à cet endroit, c'est-à-dire que on pourrait se dire,
on résiste à ce système, considérant que faire ce type d'acte est contraire à nos valeurs. Mais résister à cet endroit, ça veut dire concrètement que ça impacte l'agent qu'on doit évaluer, parce que s'il n'est pas évalué, eh bien, il aura des conséquences négatives sur sa promotion. Et donc, c'est ça, des exemples très concrets de conflits de valeurs. Et puis, pour fermer la boucle, et ce sera mon dernier point, donc je suis vice-président formation du CUMIC, qui s'intéresse aux médecines intégratives. Une réflexion que j'ai eue dernièrement sur la place justement de ces médecines, qui est assez controversée en France. On a une position qui est assez rétrograde par rapport aux autres pays occidentaux. Alors voilà, partout ailleurs en Europe globalement, les services de soins ont réussi à intégrer et donner une place à peu près cohérente à ces approches. En France, on est dans une position assez difficile à comprendre, très paradoxale. Mais on voit que beaucoup de soignants en fait ont quitté le milieu des soins, notamment à l'hôpital, mais ne sont pas forcément sortis du système de soins en tant que tel. Un certain nombre d'entre eux sont devenus des naturopathes, par exemple. Ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé aux soins, ils ont renoncé à une certaine façon d'exercer les soins. Et ils ont peut-être trouvé une façon d'exercer les soins qui était plus conforme à leurs valeurs, qui demande plus de temps, qui est peut-être un peu plus précaire au niveau financier. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure, sachant que les soignants ont un intérêt aussi pour ces pratiques, sachant que beaucoup d'entre eux se soignent même par ces pratiques-là, sachant que nos patients consomment énormément de ce type de pratiques, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie au terme d'attractivité des hôpitaux de proposer des formations pour ces soignants à certaines approches de thérapie complémentaire, ce qui aurait deux avantages. Un, on sait qu'il y a plusieurs études qualitatives qui ont été portées sur des soignants qui ont eu la possibilité d'être formés à des approches de soins complémentaires. Ces études montrent de façon unanime que quand les soignants ont la possibilité d'exercer ces pratiques dans leur milieu de soins, elles notent que ça améliore leur qualité de relation avec le patient, ça leur donne un temps privilégié de contact avec les patients, ça leur redonne un sens à leur pratique, et ça participe d'une satisfaction globalement professionnelle plus grande, et en même temps, ça joue un rôle extrêmement essentiel que les patients n'osent pas dire en fait aux médecins souvent qui consomment ce type de soins, et se confient beaucoup plus à des soignants dans le système de soins. Donc pour moi, je considère qu'il y a un outil un peu stratégique qui est que peut-être en offrant cet espace, en formant des gens, en leur permettant de montrer aussi que s'ils peuvent pratiquer ces approches-là dans le cadre du milieu hospitalier, eh bien on participe activement au développement de cette médecine intégrative et on diminue cette proportion à aller ensuite vers des pratiques alternatives où les gens sortent du système et commencent à pratiquer de façon marginale. Eh bien là, peut-être qu'on a un bon compromis win-win-win, j'allais dire, en termes d'organisation des soins et de futur des soins. Il y avait deux autres points que je ne détaillerai pas, mais bon, pour répondre à vos questions, j'aurais envie de répondre par trois axes. La première, c'est, moi je ne commence pas en mettant les pieds dans l'herbe le matin, j'habite sur un balcon, donc c'est pas très pratique, mais ça fait 20 ans que je ne commence pas une journée sans méditer, donc c'est mon médicament à moi. Ce matin, c'était dans le train parce que j'ai dû me lever trop tôt. Mais voilà, ça c'est ma ressource pour éviter d'être trop stressé, je le suis quand même un peu, malgré tout. La deuxième, et ça c'est basé sur un constat quand même de grosses difficultés que je traverse moi-même dans mon service, donc j'étais un peu en conflit aussi moi-même en venant vous parler de la santé des soignants, sachant une situation de crise que je traverse dans mon propre service. Et je me dis que tirant les leçons de ça, je pense que des expériences de reprise de pratique sont absolument essentielles. Et aujourd'hui, on n'a pas de soutien institutionnel pour encourager ce type de pratique. Or, dans des services aigus d'urgence psychiatrique dans lesquels je travaille, ou d'accueil d'unités aiguës, c'est indispensable, en fait. Donc je retiens ça. Et troisième point, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a un conflit de valeurs et un conflit éthique, il ne faut pas le garder pour soi. Il faut en parler à quelqu'un d'autre, il faut trouver le référent avec qui on peut être en confiance pour le dire. Il ne faut pas rester seul avec ça. Merci. Merci Fabrice. Rapidement, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a une étude qui a été conduite à Lyon qui montre que les praticiens, les soignants formés à l'hypnose médicale et clinique sont moins sujets au burn-out que les autres. Donc voilà, juste un petit...